Notre session du jour, donc première web rencontre qui fait suite à la web conférence inaugurale. Bonjour à tous. On est vraiment ravis de vous recevoir, voilà, comme le disait Aurélie en introduction, dans des conditions qui étaient sanitaires qui étaient compliquées, qui nous ont fait reporter une première fois notre journée régionale. On ne voulait absolument pas la reporter une deuxième fois, donc on a transformé cette journée en semaine. On est ravis de vous accueillir. Pour information, il y a donc 229 personnes qui se sont inscrites sur la totalité de la journée, de la semaine. Donc on est ravis. Paris au moins déjà réussi de ce côté-là. À nous maintenant de faire en sorte que vous soyez très très satisfaits effectivement de ces échanges qu'on va essayer de faire le plus fructueux possible. Première partie aujourd'hui, donc sur l'évaluation en fait de la mesure de sécurité. En effet, il y a des outils qui existent pour décrire des organisations, pour essayer d'évaluer au mieux les représentations des professionnels sur le concept de sécurité, sur leurs valeurs, sur leurs croyances. On sait que beaucoup d'outils sont utilisés, notamment des questionnaires. On va voir que ces questionnaires ont des limites, notamment sur la mesure de la culture de sécurité des managers, parce qu'on sait bien que ça va de pair avec aussi la culture sécurité de l'établissement ou de la structure. Et on va voir justement comment on peut accompagner ces évaluations. C'est un peu l'objet de cette matinée. On va pouvoir, je pense, diapo suivante. Donc, déjà, première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on mesure lorsqu'on évalue finalement la culture de sécurité? Pour ça, je vous propose de voir une petite vidéo qu'on a enregistrée et qui va faire le point sur ce qu'on va mesurer et globalement poser déjà un certain nombre de bases sur les méthodes d'évaluation et surtout plutôt sur le contenu en fait de ces méthodes. Peut-on mesurer la culture de sécurité et que mesure-t-on quand on cherche à l'évaluer? En 1986 ont eu lieu deux grands accidents, l'explosion au décollage de la navette Challenger et l'accident nucléaire de Tchernobyl. Dans les deux cas, l'analyse a montré qu'il s'agissait d'accidents organisationnels ou systémiques. Il ne pouvait pas s'expliquer seulement par des comportements inadaptés des opérateurs de première ligne, mais résultait d'une accumulation progressive de défaillances dans l'organisation qui avait mis à mal, l'une après l'autre, toutes les barrières de défense. On a alors parlé de climat de sécurité pour ensuite définir plus précisément le concept de culture de sécurité. Dans le domaine de la santé, cette culture constitue un élément préalable, incontournable à prendre en compte pour mener de manière efficace des actions d'amélioration de la sécurité des patients, des résidents, des personnes accompagnées ou des professionnels de santé. Il est maintenant clairement établi que la cause des événements indésirables qui surviennent chez les usagers est rarement liée au manque de connaissances des professionnels. Le plus souvent, les événements indésirables sont le fait de défauts d'organisation, d'absence de vérification, d'insuffisance de coordination ou de la communication. Bref, ils sont liés à un manque de culture commune de sécurité. Améliorer la sécurité des usagers implique donc de prendre en compte la culture de sécurité des acteurs de santé. La culture d'une organisation a une partie visible, les manières de faire, et une partie invisible, les manières de penser. Pour un individu, la partie visible comprend une structure organisationnelle, un organigramme, des règles fonctionnelles, des procédures, des processus qui se reflètent dans les systèmes techniques. Il comprend aussi un ensemble de comportements partagés, des rituels et des valeurs énoncées et revendiquées. La partie invisible est faite de savoirs accumulés, de croyances, de valeurs partagées mais non explicitées, d'évidences implicites qui ne sont écrites nulle part, mais qui influencent les façons de penser et de faire. C'est la dimension la plus difficile à percevoir par un observateur extérieur et celle dont le changement est le plus difficile. Les manières de faire et de penser de chaque individu sont ainsi influencées par les manières de faire et de penser partagées au sein de l'organisation, des collectifs auxquels l'individu appartient ou de la société.
il est important de noter que les manières de faire et les manières de penser s'influencent mutuellement. Par exemple, la réaction des managers quand on leur signale une situation dangereuse influencera les perceptions des professionnels sur la place donnée à la sécurité et leur prochain comportement en matière de signalement. Ainsi, la culture de sécurité sera-t-elle la résultante de l'implication des acteurs de soins, mais aussi du degré d'implication des managers, top management ou managers intermédiaires. Suivant le poids que le management et les salariés attribuent à la sécurité dans leurs arbitrages, on peut distinguer 4 grandes familles de cultures de sécurité typiques. L'objectif, on l'a compris, sera de tendre vers une culture intégrée, où la sécurité n'est plus une affaire de quelques-uns, mais bien une démarche au sein de laquelle managers et professionnels sont fortement impliqués. Réduire la culture de sécurité au seul signalement des incidents ou des accidents serait une erreur. En effet, comme l'a décrit avant nous James Reason, 4 composantes constituent la culture de sécurité. La culture du reporting et du signalement de la part du groupe, la culture du retour d'expérience ou de l'apprentissage, la culture juste ou management équitable, enfin la culture du travail en équipe pour s'adapter au changement. Il s'agira donc de s'intéresser équitablement à ces 4 dimensions si on souhaite évaluer correctement la culture d'une équipe en matière de sécurité. On le sait, tout soin, toute prise en charge doit faire l'objet d'une réflexion préalable. En fonction du contexte supposé et du but à atteindre, l'organisation a défini une conduite à tenir et des moyens techniques. Dans la réalité, le contexte n'est pas exactement celui qui avait été prévu. Pour atteindre le résultat escompté, l'activité humaine doit donc s'adapter à ces variations. Si un professionnel se contentait d'appliquer la procédure standard dans une situation différente que celle prévue initialement, le résultat ne serait pas celui qui était espéré. La sécurité repose donc sur 2 composantes. D'une part, la meilleure anticipation possible des situations susceptibles de survenir et la mise en place de règles et de moyens pour y faire face en sécurité. C'est ce qu'on appelle la sécurité réglée. Elle valorise la conformité aux règles. La compétence des femmes et des hommes présents en temps réel, qui identifient la situation réelle, réagissent de façon appropriée. C'est ce qu'on appelle la sécurité gérée. Elle valorise l'initiative individuelle ou collective pertinente face à une situation. Ces 2 dimensions ne sont pas indépendantes, puisque, par exemple, la sécurité gérée intègre l'appropriation des règles par les professionnels. Par ailleurs, les règles qui constituent la sécurité réglée peuvent aussi évoluer en fonction de l'expérience des situations gérées. Au final, la sécurité des soins est assurée par une combinaison pertinente de ces 2 composantes en interaction. L'organisation doit donc investir dans les 2 dimensions et favoriser l'articulation entre les 2 par une meilleure prise en compte du retour d'expérience de terrain dans l'élaboration des tâches. C'est d'ailleurs un rôle essentiel du management de proximité. Comment évaluer notre culture de sécurité actuelle ? On le sait, une culture de sécurité est complexe. Il est illusoire d'imaginer qu'une mesure simple et rapide pourrait en rendre compte. Il vaut donc mieux raisonner en termes de diagnostic ou de description. Décrire une culture de sécurité, c'est comprendre la façon dont la culture organisationnelle et ses différentes composantes influencent positivement ou négativement les arbitrages de tous les acteurs en matière de sécurité. Il s'agit donc d'une approche proactive qui vise à renforcer les facteurs qui contribuent positivement à la sécurité et à traiter collectivement ceux qui sont susceptibles de la mettre à mal. Pour approcher le faisceau complexe de causes et d'effets que recouvre la culture de sécurité, la démarche mise en œuvre cherche notamment des réponses sur de multiples points. Une démarche de diagnostic de la culture de sécurité est une construction avec les acteurs autour des aspects psychologiques, comportementaux et organisationnels, alimentés par plusieurs types de méthodes qui se complètent mutuellement. La compréhension du contexte de l'histoire, de l'entité et des contraintes ainsi que la sécurité que l'organisation doit prendre en compte, l'analyse de documents,
par exemple procédures, politiques, chartes, compte rendu et bilan d'instance, l'analyse des perceptions par chaque famille d'acteurs, des effets qu'ont l'organisation et les situations de travail sur la contribution de tous à la sécurité, par exemple à partir d'un questionnaire ou d'entretiens individuels et ou collectifs. Enfin, l'observation des situations de travail et des arbitrages qui sont faits au quotidien. Ainsi, va-t-on chercher à analyser ce que l'on a, ce que l'on fait, ce que l'on ressent. Ainsi, c'est bien la consolidation de toutes ces données qui permettra d'avoir un diagnostic précis de la situation. Cependant, le résultat du diagnostic n'est pas une mesure objective qui s'imposerait à tous par sa valeur de vérité. C'est un objet intermédiaire qui doit être communiqué aux acteurs concernés, mis en débat, précisé et amendé pour parvenir à un diagnostic largement partagé, lui-même point de départ d'un processus du changement. Trop d'établissements de structures se contentent d'un diagnostic de culture, de sécurité, sans engager par la suite des actions à la hauteur du constat. Cette position est contre-productive, car la réalisation du diagnostic a suscité des attentes de la part du personnel, qui peut se sentir floué par l'absence de suite. Le diagnostic ne constitue donc pas un objectif en soi. Il vaut mieux, d'ailleurs, ne pas enclencher ce type de démarche si l'organisation n'est pas mûre pour affronter collectivement et traiter les problèmes, souvent profonds, que révèle le diagnostic. En conclusion, on retiendra que le développement de la culture de sécurité ne peut se faire ne peut voir le jour sans la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs de l'organisation. La direction ne doit s'engager dans un diagnostic que si elle est prête, d'une part, à associer à la démarche l'ensemble de la ligne managériale, mais aussi les représentants du personnel, les équipes de terrain, les services supports, les entreprises et les partenaires extérieurs, sans oublier les usagers et les collectivités territoriales. D'autre part, à entendre, partager et mettre en discussion les résultats du diagnostic, quels que soient les résultats, pour enclencher la dynamique de transformation nécessaire. Aspects plutôt théoriques qui en fait vont donner lieu en fait à une discussion que on avait prévue en direct avec Jean-Luc Quenon qui malheureusement ne pouvait pas se joindre à nous et donc on l'a enregistré vendredi et on vous propose de vous rapporter ici les échanges qu'on a pu avoir au sujet justement de la mise en pratique de ces outils diagnostiques qui sont assez nombreux, vous l'avez compris. Toi qui as justement beaucoup travaillé sur le sujet, notamment avec le CECA, quel est toi ton sentiment sur ces outils? Comment ça fonctionne et quelles sont les limites justement d'un tel outil? Je pense que les études les plus intéressantes sur la culture de sécurité, ce sont des études mixtes qui sont à la fois quantitatives et qualitatives. Alors évidemment, le chantier n'est pas le même, la faisabilité et l'acceptabilité n'est pas la même non plus. Donc par facilité, ce qui est le plus fait effectivement, c'est des approches plutôt quantitatives avec des questionnaires qu'on distribue à l'ensemble des professionnels d'une unité de soins, d'un établissement, d'un site, et ça permet en peu de temps de recueillir pas mal d'informations et qui peuvent être utilisées pour analyser les différentes dimensions de la culture de sécurité. Alors en fait, on s'intéresse surtout à ce qu'on appelle les perceptions. Donc, on qualifie ça plutôt que de culture d'ailleurs, de climat de sécurité. Ça c'est un peu de la sémantique. Mais il y a une autre approche qui est très intéressante, c'est les approches qualitatives, et elles qui sont basées sur l'observation et des entretiens aussi, qui se font dans les unités de soins. Alors ça demande souvent la présence aussi de professionnels particuliers qu'on n'a pas toujours dans nos équipes, hein. C'est souvent des anthropologues, des sociologues, des psychologues. Ça demande un peu plus de disponibilité. Souvent les entretiens, par exemple, c'est 1 heure. Les observations, c'est souvent 1 journée. Nous, c'est ce qu'on a fait en particulier pour étudier le rôle des managers, hein, en particulier leur soutien pour justement développer cette culture de sécurité. Voilà. Alors les études mixtes qui associent du quantitatif et du qualitatif, ça c'est la Rolls-Royce, je dirais, mais
de façon générale, en médecine, il y a très peu d'études mixtes, hein, parce que c'est beaucoup plus lourd et ça demande beaucoup plus de compétences aussi. Ouais. On le voit déjà sur les études quantitatives, c'est la grande difficulté, c'est l'acceptabilité par les professionnels de remplir un tel questionnaire. Tout le monde ne le remplit pas. Le taux de participation est très important parce que sinon, c'est pas forcément représentatif de la culture de sécurité du service ou de l'établissement. Et ce qui qu'en général, la même semaine où on lance ce type d'enquête, il peut y avoir d'autres enquêtes. Donc voilà, il y a une méfiance aussi vis-à-vis des enquêtes, je pense, dans les établissements, parce que les collègues, ça leur prend du temps, ils n'ont pas toujours les résultats. Parfois, les résultats sont remis assez longtemps après la collecte des données. Parfois, c'est même pas la même équipe. Des fois, il y a eu tellement de changements dans l'équipe. Donc, il faut être assez réactif. Il faut un taux de participation dans les enquêtes sur le climat de sécurité. On considère qu'à partir de 60%, c'est un bon taux de participation. Mais c'est pas facile à atteindre. Il faut surtout que ce soit représentatif aussi de toutes les catégories professionnelles. Moi, je suis médecin et les médecins, on n'est pas les plus performants pour répondre à ces enquêtes. On est plutôt frileux et puis on participe à tellement d'enquêtes là aussi. Quel conseil tu pourrais donner? Moi, je crois qu'il faut insister d'abord sur l'intérêt de ce type d'enquête, montrer aussi que la charge de travail, bon, effectivement, ça prend un peu de temps, mais il faut pas le sous-estimer parce que sinon, ça peut énerver, mais en général, il faut 15 à 20 minutes, hein, pas plus. Après, effectivement, on voit bien que beaucoup d'équipes, beaucoup de professionnels sont débordés. Voilà, il faut faire ça au calme et puis c'est un questionnaire individuel, donc il ne s'agit pas de le faire en équipe ou à plusieurs. Et les items, il y a plusieurs dizaines d'items, mais c'est pas compliqué, quoi. Je veux dire, pas besoin de réfléchir 15 minutes ou 3 minutes même sur chaque item. Après, ce qui inquiète un peu les collègues aussi, c'est qu'il y a une partie sur leurs caractéristiques individuelles. Donc, on demande la profession. Donc, c'est anonyme, hein, ces questionnaires. Donc, ça, je dirais, ça rassure quelque part. Mais c'est vrai que s'il y a un seul médecin dans le service, s'il met que sa catégorie professionnelle, c'est médecin, voilà, ça devient presque du nominatif. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus des items, il y a aussi la possibilité de faire des commentaires. Voilà, parce que des fois, ça n'aborde pas certains sujets qui paraissent importants pour les professionnels. Puis après, je pense qu'aussi, le questionnaire en lui-même n'est pas une finalité, hein. Je dirais ce qui est très important, c'est surtout discuter des résultats. Et souvent, la discussion sur les résultats, lorsqu'on fait la restitution de ces résultats, c'est beaucoup plus riche que ce qu'il y a dans les questionnaires. Et surtout, on a d'autres informations qui permettent d'expliquer pourquoi on a répondu qu'on est peu soutenu, par exemple, par hiérarchique, ou au contraire, on est très soutenu, qu'on est un peu frileux pour le signalement, par exemple. Donc, on peut avoir des explications qui nous permettent de comprendre aussi pourquoi on a répondu de telle façon à tel item ou à telle dimension du questionnaire. Et je pense aussi qu'il faut que les managers soient présents. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire le chef de pôle, le cadre supérieur de pôle, bien sûr le chef de service, le cadre de santé, parce qu'il y a des aspects de management qui figurent dans le questionnaire. On demande en particulier aux professionnels s'ils se sentent soutenus par leur supérieur hiérarchique immédiat, mais aussi par les top managers, c'est-à-dire les directeurs, présidents de CME aussi, qui a un rôle très très important. Je pense que la restitution, c'est un espace de discussion. Bien sûr, on s'appuie sur les résultats du questionnaire, mais pas que. On va avoir beaucoup plus d'informations. Et puis surtout, on va discuter aussi sur les améliorations possibles. Je dirais, les résultats ne sont pas une finalité. C'est derrière qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va pouvoir développer cette culture de sécurité. Comment effectivement on arrive à convaincre les managers d'abord de laisser faire cette étude, parce qu'on voit bien que on a un certain nombre d'enquêtes qui ont du mal aussi à être réalisées parce qu'on a aussi un blocage de la part d'une direction qui peut-être peut se sentir en difficulté ou en tout cas avoir peur d'être critiquée parce qu'il y a effectivement des questions directement sur leur mode de management. Oui, alors en général c'est assez favorable dans la restitution des résultats, ce qui va être dit par les professionnels sur le soutien des managers de proximité. C'est beaucoup moins favorable en général sur les top managers qui ne sont pas toujours très présents dans les services. D'ailleurs, une des actions pour développer la culture de sécurité qui a montré son efficacité, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs d'actions
qui ont montré une efficacité sur l'amélioration du climat de sécurité ou de la culture de sécurité. Ce sont vraiment les rencontres de sécurité, hein, c'est-à-dire où le directeur, le président de CME et d'autres personnes du top management vont se déplacer dans les services pour discuter avec les professionnels et les managers de proximité sur la sécurité des soins en particulier et la sécurité en général et comment on peut l'améliorer. Donc je crois que c'est très très important, cette implication des managers, y compris lorsqu'on lance l'enquête, hein, donc pour essayer de motiver les équipes et voilà, en sachant que le concept de culture de sécurité, c'est pas évident pour les professionnels, hein. La définition n'est pas toujours connue ou mal appréhendée. On se méfie un petit peu plus et puis on a l'impression que c'est pas très opérationnel. La culture, on se dit, c'est pas quelque chose de palpable, comme d'autres éléments qu'on va travailler sur la sécurité qui sont plus évidents. Ces études, elles doivent pas rester dans un placard. Comment on peut donner quelques conseils sur justement le plan d'action derrière? Le plan d'action, je pense qu'il doit être discuté à l'issue de la restitution des résultats, bien sûr avec les professionnels, hein, parce que je pense qu'ils s'impliqueront davantage que si c'est imposé par les managers. Voilà, donc après ça dépend aussi des priorités institutionnelles, hein, donc ça se place aussi dans un contexte aussi politique de l'établissement. Je pense qu'il faut très très peu d'actions et surtout il faut s'appuyer sur la littérature pour voir quelles sont les actions efficaces. Donc actuellement il y a une action principale qui a été démontrée très efficace, c'est les rencontres de sécurité, hein, donc ces échanges réguliers. Alors c'est un peu ça la difficulté, parce que si on le fait une fois tous les 5 ans, à mon avis, c'est pas suffisant. C'est vrai que si on est dans un gros centre hospitalier ou dans un gros établissement de santé en général, ça va être compliqué, voilà, pour la direction, hein, parce que là, c'est les top managers qui se déplacent dans les unités de soins, ça va les occuper pas mal. Donc, jusqu'à présent, il n'y en avait pas beaucoup, donc l'idée, c'est d'essayer de développer ça. Alors, dans le milieu industriel, ça se fait, hein, régulièrement, les directeurs vont dans les ateliers, voir les professionnels au plus près du terrain. Je crois que ce type d'action, alors c'est pas le seul type d'action, hein, par exemple, on voit bien qu'il y a un problème sur le signalement des événements indésirables, hein, qui est une des dimensions de ces évaluations de la culture de sécurité. Là, par exemple, ça peut être la mise en place d'une charte d'incitation au signalement, de promouvoir une culture juste lorsque surviennent des événements indésirables. Et je pense que là, c'est un type d'action qui peut être intéressant si on voit que dans les résultats du climat de sécurité, hein, puisque c'est surtout ça qu'on mesure, hein, donc c'est-à-dire les perceptions et les croyances, hein, plus que ce que font les gens, on peut le faire aussi, mais ça demande des observations, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et je pense qu'en fonction des résultats, évidemment, toutes les équipes ne vont pas mettre en place le même type d'action. Vous avez, avec la FORAP, fait une évaluation interrégionale. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous parler de cette évaluation et des résultats qui en sont sortis? Au total, c'est 166 établissements de santé qui ont participé, donc c'est pas rien. Hein, donc voilà, ouais. Ça a été un gros chantier de la FORAP, et on voit qu'on a réussi à mobiliser quand même beaucoup d'établissements et de services, et au total c'est quand même plus de 11 000 répondants, exactement 11 418. Un des premiers résultats qui est intéressant, c'est que quand on pose la question quel est le niveau de sécurité perçu par les professionnels, hein, donc de santé, en fait on s'aperçoit que le niveau de sécurité perçu est plutôt excellent, dans 42% des réponses, et qu'on le considère comme acceptable dans 46% des réponses. Donc ça veut dire qu'avec ces résultats-là, ça ne pousse pas tellement à s'améliorer. Puisque si on considère que tout va bien, là je caricature un petit peu, on peut se dire je ne vois pas trop l'intérêt de faire des efforts supplémentaires. Donc en fait il y a deux indicateurs dans ces enquêtes. Donc là je viens de citer le premier qui est le niveau de sécurité perçu. Le second c'est le nombre de fiches d'événements indésirables qui ont été réalisées par les professionnels de santé dans les 12 derniers mois, et on s'aperçoit quand même qu'il y a un tiers des professionnels qui déclarent n'avoir fait aucun signalement. Donc on voit bien que il y en a quelques-uns qui en font, parfois plusieurs dans l'année, et puis il y a quand même encore une grosse partie des professionnels qui restent à mobiliser. Alors après, les bonnes nouvelles, c'est que le travail d'équipe, c'est
dimension développée. Donc, c'est ce qu'on essaye de travailler au niveau national depuis quand même plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, en particulier avec le CRM, le Crew Resource Management, qui est un outil qui nous vient de l'aviation. Les attentes et les actions des supérieurs hiérarchiques, tout à l'heure je l'ai évoqué, là aussi c'est une dimension développée. À l'inverse, on a quand même quelques dimensions évidemment qui restent à améliorer de façon assez urgente. C'est la réponse non punitive à l'erreur, donc ça explique aussi les résultats sur le signalement. Donc les gens ont peur d'être punis, même si quand on en discute au sein des établissements, on s'aperçoit que très peu de professionnels sont punis, ils sont réellement punis. Mais il y a quand même cette crainte, malgré les chartes d'incitation au signalement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la culture juste. Donc ça, je pense que c'est un problème et peut-être un futur chantier à ouvrir. Et puis aussi les ressources humaines pour la sécurité. Donc là, on en parle beaucoup avec le Covid, mais je pense que c'est pas qu'avec le Covid, malheureusement, on sait qu'on a des gros soucis en termes de ressources humaines, ce qui nous met en difficulté. Et puis il y a le travail d'équipe entre les services. Donc si le travail d'équipe dans le service, c'est plutôt favorable, le travail d'équipe entre les services, et parfois même avec des conflits, donc qui sont pas favorables bien sûr pour la sécurité des soins. Parfois, ça nécessite, par exemple, l'intervention de médiateurs pour essayer de faire que ça fonctionne un petit peu mieux entre 2 ou 3 services. Et c'est difficile de ne pas travailler avec les autres services dans un établissement de santé, bien sûr. Voici quelques résultats. Je pense que j'ai pas trop le temps d'en donner d'autres, mais non, mais c'est voilà les principaux. C'est bien, voilà, c'est bien parce que effectivement, ouais, et puis ça va aller vraiment dans le sens effectivement voilà, c'était effectivement notre entretien qu'on a eu vendredi avec Jean-Luc. Je vous propose que on échange en fait à la fin des présentations, qu'on se garde un peu de temps pour pouvoir échanger tous ensemble et qu'on remette en fait finalement en perspective en fait les différentes visions à la fois théoriques, pratiques, et puis là qu'on voit justement comment on s'est adapté aussi ces outils au secteur médico-social. On a entendu Jean-Luc Quenon, qui est le co-directeur du CECA à l'instant, donc c'est-à-dire la structure régionale d'appui à la qualité et sécurité des soins en Aquitaine. On va aller du côté des Pays de Loire. On va retrouver nos amis de Calirel, qui ont, eux, travaillé justement sur cette adaptation au secteur médico-social, puisque effectivement, c'est un secteur où on sait que la culture sécurité, on aimerait bien savoir ce qui s'y passe, et on leur a posé la question de savoir si on pouvait adapter finalement ces outils au secteur médico-social. Je vous laisse la parole, Noémie Terrien, Delphine Ténier, donc de Calirel Santé. Merci Xavier. Alors je vais partager. Non, du coup, c'est parfait. Si le partage se fait en direct, c'est super. Donc merci beaucoup, et puis vraiment bravo à l'équipe de Calva de l'organisation de cette 20e journée régionale. Bel anniversaire. Alors c'est un bel anniversaire innovant par son format, et puis par cette thématique qui sont abordées. On partage aussi les enjeux autour de la thématique de la culture sécurité. Alors, on n'est pas, c'est un sujet qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais bien entendu, le sujet de la culture sécurité auprès de l'ensemble des professionnels qui exercent dans le secteur de la santé. Donc, vraiment, merci de nous donner la possibilité de vous partager notre expérience, et puis surtout quelques résultats. Alors, 10 minutes, c'est court. C'est extrêmement court parce que les résultats qu'on va vous présenter, c'est une partie des résultats d'un programme de recherche. Alors, Jean-Luc évoquait l'importance de développer des programmes de recherche associant du quali, du quanti et de l'interventionnel. Le projet EPAGE, c'est vraiment un projet de recherche qui est associé à la fois des données qualitatives, quantitatives, et tout ça dans un dispositif interventionnel. Mais on va vous en donner quelques mots tout à l'heure. Donc là, on va plutôt se centrer sur la question du quanti et d'outils qu'on a pu mobiliser pour mesurer ce climat de sécurité. On vous donnera quelques pistes par ailleurs. Donc, on aime bien les défis à Calirel Santé, on est comme à Calva. Donc, c'est une intervention sur un sujet très, très vaste. On va vous le faire en 10 minutes, à 2 voix et à distance. Delphine Ténier, qui est juste en bas
que je visualise juste en bas de ma fenêtre, et moi-même. Alors, diapo suivante. Alors, nous allons donc vous parler de la mesure de la culture sécurité, ou plutôt du climat de sécurité en EHPAD. Et cette subtilité est importante. Avant de vous parler de ça, il nous semblait important de reposer la place de ce sujet dans la genèse de notre projet de recherche qui nous permet aujourd'hui de vous partager notre expérience et cette nouvelle possibilité de mesure en France, puisqu'effectivement, comme Jean-Luc l'indiquait, il existe des questionnaires de mesure de climat de sécurité en établissement de santé et notre projet de recherche permet de pouvoir disposer d'un questionnaire de climat de sécurité spécifiquement au secteur EHPAD. Donc l'histoire, elle débute en 2012. Alors, je te propose de passer toutes les petites animations, comme ça sera plus simple. Donc notre histoire, comme je le disais, elle débute en 2012 avec l'expérimentation et la mise en œuvre d'un travail vraiment en co-construction avec plusieurs EHPAD de la région Pays de la Loire qui étaient un peu précurseurs sur le sujet et qui nous avaient sollicité pour favoriser, mettre en place un système de signalement des événements indésirables, mais vraiment associés aux soins. Donc, on a construit un dispositif, c'était assez innovant à l'époque. Ce dispositif, on l'a testé, il nous semblait efficace, mais avec un certain nombre de questions, en particulier sur la généralisation de ce dispositif. OK, ça fonctionne dans 4-5 EHPAD, mais est-ce que ce dispositif, il est généralisable dans les autres EHPAD de la région Pays de la Loire? Et puis surtout, quel appui, quel apport nous pouvons apporter en tant que structure régionale d'appui à la qualité de la sécurité des soins. Et puis, on avait une question quand même essentielle qui revenait systématiquement à chaque fois. C'était OK, mais quand on est en EHPAD et qu'on accueille des personnes âgées dans un lieu de vie, comment on définit, comment on qualifie l'événement indésirable associé aux soins spécifiquement au secteur EHPAD, et puis surtout comment on avance ensemble, comment on progresse sur cette fameuse culture sécurité. Donc, cette question, elle nous a permis d'être lauréat d'un projet de recherche porté par le ministère de la Santé qui s'est déroulé entre 2015 et 2017. Alors, 2015-2017, c'est à la veille, voire au cœur des évolutions réglementaires et des attentes de pouvoir public en matière de remontée des événements indésirables associés aux soins, et puis aussi à la veille des bouleversements médiatiques, sociétaux et sanitaires pour nos EHPAD en France. Donc, on va vous en présenter une partie des résultats et vous aurez en fin de présentation les références qui vous permettront d'en connaître un petit peu plus sur les autres résultats de ce projet. Mais on va parler de notre sujet, qu'est-ce que la culture sécurité ou le climat de sécurité en EHPAD et comment peut-on la mesurer? Donc, Jean-Luc l'a très bien dit, quand on parle de culture sécurité, c'est une approche complexe qui associe à la fois les attitudes, les perceptions, les compétences, les modes de comportement individuels, certes, mais aussi ceux du groupe. Et c'est ce qui va déterminer à la fois l'engagement, le modèle et la capacité de l'organisation en santé à manager la sécurité. Donc, c'est une approche multidimensionnelle. Et quand on s'intéresse à la culture sécurité, on ne peut pas l'évaluer ou la mesurer que selon une seule approche. Ça nécessite une multiplicité de sa compréhension avec des approches qualitatives et organisationnelles, des résultats cliniques. Quelque part, c'est quel résultat pour la personne que j'accueille, et puis s'appuie aussi sur la mesure des perceptions et des représentations des professionnels qui constituent cette structure. Nous, dans le cadre de notre projet, on a mobilisé une approche quantitative, qu'on va vous présenter, qui est le questionnaire de mesure du climat de sécurité. Alors, cet appui autour de cette mesure, elle s'est vraiment appuyée sur un questionnaire de culture sécurité. Donc, Jean-Luc a abordé tout à l'heure cette question de culture sécurité et des mesures de sentiment en France pour les établissements de santé. Donc, une démarche à l'initiative du CECA depuis déjà quelques années et qui a fait l'objet de campagnes favorables comme il a été présenté quelques résultats. L'applicabilité en EHPAD, elle est un peu différente. Alors, non pas dans ses composantes, parce que quand on regarde la culture sécurité, et Xavier, tu l'as très bien dit, qu'on soit en entreprise ou en milieu de soins, les composantes sont un peu identiques. On est plutôt sur la contextualisation des résultats et au regard de l'organisation qui va être différente. Donc, tout comme le questionnaire validé en langue française par le CECA, on s'est appuyé sur le questionnaire qui a été
spécifiquement développé aux États-Unis par la HRQ pour mesurer la culture sécurité dans les EHPAD, ou plutôt ce qu'ils dénomment, eux, les nursing homes. Donc, selon la HRQ, ce questionnaire il peut être utilisé comme outil de diagnostic qui permet d'évaluer l'état de la culture de la sécurité des patients dans ces nursing homes ou dans ces EHPAD, comme une intervention à proprement dit, qui vise à sensibiliser le personnel aux questions de sécurité des résidents, ou comme un mécanisme qui permet d'évaluer l'impact de ces initiatives d'amélioration de la culture sécurité des patients et un moyen de suivre les changements dans la culture sécurité des résidents au fil du temps. Et ça, c'est vraiment important que la passation de ce questionnaire ne soit pas une finalité en soi et que ça s'inscrive vraiment dans un accompagnement global. Donc, nous, on a fait le travail de traduction et d'adaptation du questionnaire la HRQ en langue française, qui a été intégré dans le projet de recherche et qui a été valorisé par ailleurs, validé par les équipes, les 61 EHPAD qui ont participé au projet. Donc, en fait, l'ensemble des professionnels de notre étude, ils ont été conviés à répondre à cette version française du questionnaire sur la culture sécurité des nursing homes. Et notre équipe, elle apporte aujourd'hui sa petite contribution à l'édifice en proposant 7 outils validés en langue française du climat de sécurité spécifique aux EHPAD. Donc, notre version initiale du questionnaire, comme celle de la version des États-Unis, elle comporte 42 items qui sont répartis en 12 dimensions. Et Delphine vous présentera tout à l'heure le résultat de notre validation en tant que tel. Conserver les 12 dimensions lors de cette adaptation transculturelle du questionnaire, nous a permis une comparaison entre pays, qu'on vous présentera aussi. Et il faut bien replacer l'utilité, nous, de ce questionnaire dans notre projet. Elle a bien été utilisée comme un mécanisme qui permet d'évaluer l'impact des initiatives d'amélioration de la culture sécurité des patients. Donc, l'objet de notre projet de recherche, il a été vraiment de mesurer l'impact de ce dispositif d'accompagnement qui concernait la déclaration, la structuration, l'analyse et le retour d'expérience. Comme il a été très bien souligné par Xavier lors de sa présentation sur les dimensions de la culture sécurité, nous, on s'est appuyé sur le modèle, un modèle qui s'appelle le modèle de Shortell. Donc, notre dispositif, il travaillait à la fois sur la stratégie, ce que l'établissement souhaitait porter en matière de culture sécurité, à la fois sur une organisation structurelle, quel dispositif, quelle organisation on mettait en place, sur un dispositif technique, c'est-à-dire quel outillage on donnait aux professionnels pour mettre en œuvre cette culture sécurité, et puis le dernier élément qui est cet aspect de culture. Donc en fait, ce dispositif, il a été mis en œuvre après la passation d'une première mesure, et puis à la fin de notre projet de recherche qui a été réalisé environ 18 mois après. Alors en aparté, ce qui est relativement court, et on en discutera tout à l'heure, pour mesurer une véritable modification du climat. Et c'était un projet de recherche financé sur 3 ans, donc on rentrait dans cette fenêtre des 3 ans. Delphine, je te laisse la parole. Merci. Voilà, super, merci. Donc, le questionnaire NHS-OPS a été traduit, adapté au contexte des EHPAD français et la structure du questionnaire a été validée. Donc, les résultats statistiques ont été publiés en 2019. Vous voyez la référence de l'article juste en dessous du titre. Et donc, depuis 2019, on peut dire qu'en France, on a un questionnaire qui permet de mesurer la culture sécurité en EHPAD. Donc, ce questionnaire mesure 7 dimensions de la culture sécurité grâce à 22 items en comparaison avec les 12 dimensions et les 42 items initiaux dans la version d'origine américaine. Donc, les 7 dimensions, vous les voyez affichées, c'est travail d'équipe, effectif, respect des procédures, transmission et partage d'informations, alerte et retour d'expérience, attente des responsables et action de promotion de la sécurité du résident. Et notre 7e dimension est en fait une compilation de 2 dimensions d'origine du questionnaire qui sont la perception globale de la sécurité des résidents et l'organisation apprenante. Alors, sur la droite de la diapositive, vous allez retrouver, si vous pouvez passer, merci, vous allez retrouver des exemples d'items qui sont contenus dans 2 des dimensions. Donc, vous aurez les supports, je pense, donc vous pourrez en prendre connaissance de ces items.
On peut passer la diapo d'après, s'il vous plaît. Donc, le questionnaire a pu être validé grâce notamment à un nombre conséquent de données. Donc, aux États-Unis, leur validation a été rendue possible grâce à la participation de 3722 professionnels issus de 40 nursing homes, EHPAD. Chez nous, notre validation a été possible grâce à la participation de 220 professionnels qui étaient issus de 61 EHPAD. Si on compare maintenant nos données avec ceux d'autres pays, donc nos données sont supérieures. Ce sont des pays qui ont réalisé la validation de la même enquête, NHS-OPS. Les participants sont au nombre environ de 300 à 466 professionnels et ils étaient issus de 9 nursing homes pour la Suisse à 30 nursing homes pour la Chine. Donc, on est très content de la participation des professionnels, de notre validation. Il y a un point de vigilance à avoir si on veut comparer les données entre pays, c'est que on aboutit tous à des modèles finalement différents en nombre d'items, mais également en nombre de dimensions validées. Nous, on est sur 7 dimensions. La Chine, par exemple, était sur 4 dimensions. Cette diapositive suivante met en fait en lumière la correspondance des dimensions françaises de la culture sécurité entre établissements de santé et EHPAD. À gauche, vous avez les 10 dimensions de la culture sécurité qui sont préconisées par la HAS. À droite, vous avez les 7 dimensions qui sont mesurées par notre questionnaire en EHPAD. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 6 dimensions qui sont communes. Nos 7 dimensions, vous pouvez mettre entrée s'il vous plaît. Nos 7 dimensions sont communes à 6 dimensions de la culture sécurité en établissement de santé. 3 dimensions que sont réponse non punitive à l'erreur, liberté d'expression et soutien du management pour la sécurité des soins sont abordées en établissement de santé. Par contre, nous, elles ne sont pas mesurées en tant que telles dans notre questionnaire, mais elles sont inhérentes à certains items. Et enfin, nous avons la fréquence de signalement des événements indésirables qui n'est pas abordée dans notre questionnaire parce qu'initialement n'était pas abordée dans le questionnaire d'origine. Par contre, pour les enquêtes futures, nous rajouterons quelques items à notre questionnaire. Encore une, et on peut passer à la diapo d'après. Merci. En ce qui concerne les modalités de restitution des résultats de culture sécurité, donc l'évaluation de la culture sécurité, elle se fait bien au niveau de l'EHPAD. Donc on compile bien l'ensemble des questionnaires de chaque établissement, de chaque EHPAD. Un item, c'est une obtention de pourcentage de réponses positives. Les dimensions qui sont composées de plusieurs items, ce sont en fait une obtention d'une moyenne de pourcentage de réponses positives. Donc, par dimension, on va avoir un score. En fonction de ce score, on va dire que la dimension a été dite développée, sous-développée ou en cours de développement. Donc là, on ne va pas vous montrer les résultats de culture sécurité pour chaque EHPAD, mais pour l'ensemble des EHPAD qui ont participé à l'enquête. Donc, initialement, on avait 61 EHPAD. Les données, là, sont présentées pour 58 EHPAD. Donc, on a bien compilé l'ensemble des questionnaires pour les 58 EHPAD. Ici, vous allez trouver les résultats de l'état des lieux de la culture sécurité en 2016. Donc, les scores étaient sous-développés pour la dimension effective. La dimension 6, le score que vous voyez en rouge, était à 11,8. 2 dimensions avaient des scores en voie de développement. Respect des procédures et travail d'équipe, 55% et 60%. Et 4 dimensions apparaissaient comme développées. Donc, en 2016, les établissements devaient prioriser leurs actions sur effectif, respect des procédures et travail d'équipe. On peut passer, c'est Noémie qui prend la relève. Merci Delphine. Alors là, cette diapositive pour vous montrer, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là, c'est les résultats sur la question du groupe expérimental versus le groupe témoin, c'est-à-dire le groupe expérimental, celui qui a bénéficié
de l'intervention et le groupe qui n'a pas bénéficié de l'intervention, qui n'a pas bénéficié en fait du dispositif qui lui permettait d'explorer les dimensions, notamment autour du retour d'expérience, du signalement et de la structuration de son système de signalement d'événements indésirables. Alors, quand on regarde ces deux radars, alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est surtout la forme. La forme, elle n'est pas si différente que ça. Donc, au premier regard, on pourrait se dire, bah, le dispositif, il n'a pas énormément bougé les choses. Et ça, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte. Et ça, c'est un enseignement aussi des mesures de climat de sécurité en établissement de santé. C'est que quand on regarde le global des établissements, les lignes ne bougent pas beaucoup. D'où l'intérêt, et ça a été très bien souligné par Jean-Luc dans son intervention, que chaque établissement s'empare lui-même de ses résultats et puisse appuyer sur les leviers et les marges de progression propres à sa structure. En tout cas, nous, dans le cadre de notre projet, on a regardé spécifiquement entre le groupe expérimental et puis le groupe témoin si notre dispositif interventionnel il avait permis d'améliorer des dimensions de la culture sécurité et notamment une dimension qui était notre critère de jugement principal, qui est la dimension CERT, autour de l'alerte et du retour d'expérience. Et effectivement, les résultats, même s'ils ne sont pas extrêmement évolutifs, ils sont significatifs. C'est-à-dire que le groupe expérimental a des meilleurs résultats sur la dimension alerte et retour d'expérience et des résultats très proches de la significativité pour la dimension 1, qui est la perception globale de la culture sécurité, et la dimension 4, qui est l'attente des responsables en matière de sécurité des soins. Ce qui veut dire que ce dispositif n'a pas seulement bougé une seule ligne de la mesure de culture sécurité, mais dans la mesure où il a impacté une dynamique globale de l'établissement et un renforcement de la place des managers sur les questions de culture sécurité, a permis petit à petit de déployer trois dimensions du modèle, ce qui n'est pas le cas dans le groupe témoin. Ce qu'on peut aussi observer, c'est qu'il y a une dimension qui, groupe expérimental et groupe témoin, a régressé pendant les 18 mois, c'est la dimension effectif. Et là, c'est une autre question qu'on peut se poser, je l'aborderai juste après dans les perspectives, c'est est-ce que la dimension effective n'appartient qu'à la culture sécurité de l'établissement? Je pense qu'on a tous la réponse. Et il y a vraiment un accompagnement beaucoup plus global à faire des EHPAD sur le sujet. Donc, sur la diapositive suivante, on peut d'emblée identifier plusieurs sujets. C'est qu'un, effectivement, la dimension effective, elle fait écho au contexte contraint des EHPAD tel que je dis. Il n'empêche qu'on peut, à l'échelle régionale, pouvoir agir sur ce sujet-là. Et en particulier en région Pays de la Loire, au regard de ces résultats, nous avons monté en concertation avec l'Agence régionale de santé un projet qu'on a appelé le projet Défi EHPAD et qui permet d'accompagner managers et professionnels de terrain sur les questions du lien étroit entre la qualité de vie au travail et la qualité de la sécurité des soins. Ce qu'on a pu se rendre compte aussi au travers des résultats de ce dispositif, c'est qu'on fait notamment autour des questions de leadership et de dynamique plus globale de la qualité. D'où l'importance vraiment de mobiliser les managers, même si les lignes hiérarchiques en EHPAD, elles sont plus courtes, il y a vraiment un enjeu que ce sujet-là, il soit vraiment partagé de façon commune entre managers et professionnels. Ce qu'on a pu aussi observer, c'est que les résultats, même s'il y a des marges d'amélioration et qu'on ne peut pas complètement les comparer aux résultats de culture sécurité en établissement de santé, c'est une première mesure et que ces résultats, ils sont quand même supérieurs aux mesures réalisées en établissement de santé. Alors derrière ça, on peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que cette perception globale de la sécurité des résidents, elle n'est pas surestimée? Est-ce que les attentes des responsables en matière de sécurité des soins sont étroitement liées à la ligne hiérarchique plus courte en EHPAD? Est-ce qu'il y a une meilleure synergie entre managers et professionnels de terrain? Est-ce que l'alerte et le retour d'expérience est facilité par la culture de l'oralité, par un fonctionnement du travail en équipe qui est plus optimisé ou plus incarné en EHPAD? Autant de questions qui nécessiteraient encore d'être investiguées et probablement sur des questions plus qualitatives. En tout cas, notre grand enseignement au travers de ce projet, c'est qu'on peut mesurer la culture sécurité en EHPAD, qu'elle est utile et qu'il y a un vrai enjeu de pouvoir la mesurer sur le long terme avec des dispositifs interventionnels d'accompagnement qui permettent d'améliorer
ce sujet-là, de pouvoir créer des espaces de dialogue et d'échange entre managers et professionnels pour pouvoir petit à petit renforcer cette dimension de culture sécurité. Et l'objectif dans le cadre de la FORAC, c'est comme il a été présenté, proposé une enquête culture sécurité en établissement de santé à plusieurs reprises. En 2021, on est en train de s'organiser pour pouvoir proposer à l'échelle nationale une étude FORAB sur le périmètre de la culture sécurité en EHPAD. Sur la diapo suivante, parce qu'on est un peu contraint par les 10 minutes, mais vous avez notamment un ensemble de ressources. Il s'agit d'un projet de recherche, donc ces ressources-là, elles sont disponibles et elles sont dans le pot commun. Donc un ensemble de ressources que vous pouvez solliciter par l'intermédiaire de Calva, où on a toute la présentation du dispositif, le contenu du dispositif interventionnel et un... Ah, ça a bugué. Oui, il doit y avoir un petit bug du côté de la toute dernière diapo, vous avez... Pardon. Ça a coupé au moment des ressources. Ah. Alors, toutes les ressources sont disponibles sur notre site internet et par l'intermédiaire de la structure régionale d'appui Calva, puisque c'est des ressources qui sont développées dans le cadre d'un projet de recherche et que, bien entendu, ils tombent dans le domaine public de la recherche. Et je terminais juste sur la dernière diapo, Aurélie, pour vous remercier de votre attention et vous dire que ce projet a fait l'objet de nombreuses publications que vous pouvez retrouver sur cette diapo-là. Et bien entendu, c'est aussi un projet d'équipe, même si je suis l'investigateur principal de ce projet. On a été nombreux dans l'équipe de Calirel Santé à pouvoir le mobiliser. Et ce projet n'aurait pas pu avoir lieu sans la participation et la contribution des 61 EHPAD de la région Pays de la Loire. Merci. Merci beaucoup Noémie, merci Delphine pour cette présentation et qui était à peu près en 10 minutes, plus ou moins un léger temps. Bien évidemment, hein, vous pourrez retrouver tous ces documents, on fera le lien et vous retrouverez les documents et l'intégralité effectivement des échanges et de la présentation de Delphine et Noémie qui était passionnante. C'est pour ça qu'on ne vous a surtout pas coupé, parce que c'était extrêmement intéressant, un travail magnifique, vraiment. Avant que justement peut-être on fasse les questions, on va juste faire la présentation de Darnétal. Aurélie, on va, puisque effectivement l'heure tourne, et puis on posera effectivement toutes les questions juste après. Je pense qu'on va faire plutôt comme ça, dans ce sens-là. Nous avons souhaité travailler à l'intégration des préparateurs en pharmacie dans une équipe de conciliation médicamenteuse. Vous entendez pas le son. Pour ce faire, nous avons commencé par évaluer les freins à l'aide d'un outil d'auto-évaluation que nous avons conçu. Ce travail a été réalisé par l'interne Amélie Couessirou, qui était présente l'hiver dernier, ainsi qu'Anaïs Breteau et moi-même. Pour situer un petit peu l'établissement, donc Darnétal est un hôpital de gériatrie composé de 60 lits de SSR et de 320 lits d'EHPAD répartis sur 2 sites. Et cet établissement se trouve dans l'agglomération proche de Rouen. Le contexte bibliographique est le suivant. Donc, dans la littérature internationale, on retrouve assez peu d'études qui ont montré l'intégration d'autres professionnels que les pharmaciens dans la conciliation médicamenteuse, donc une étude avec des préparateurs hospitaliers et une étude avec des infirmières. En France, il y a peu d'études à l'heure actuelle et c'est ce qui a motivé notre souhait de travailler sur ce. L'équipe de Darnétal est composée de 2 pharmaciens exerçant à temps partiel, d'un interne de pharmacie et de 7 préparatrices en pharmacie hospitalière. Une préparatrice a été formée à la conciliation médicamenteuse grâce à une formation de la SFPC. Nous travaillons depuis assez longtemps sur la conciliation médicamenteuse, notamment grâce à la présence de l'interne de pharmacie et des pharmaciens. Et nous arrivons à réaliser entre 80 et 90% des conciliations d'entrée en SSR. Dès 2019, nous avons souhaité que les préparateurs puissent nous aider dans cette démarche et nous avons donc commencé à les former puis à les intégrer dans ce dispositif. Alors que cette démarche nous
paraissait particulièrement valorisante pour les préparatrices, nous avons observé certaines difficultés, certains freins des préparatrices à travailler avec nous sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi à ce questionnaire d'auto-évaluation de la conciliation médicamenteuse. Alors comment avons-nous travaillé? Nous avons travaillé avec des questions d'ordre sur les connaissances théoriques et générales de la conciliation médicamenteuse. Nous avons travaillé sur des questions portant sur les étapes, les différentes étapes, si la difficulté venait au moment de l'appel du pharmacien d'officine, au moment de l'entretien avec le patient, au moment de l'élaboration du bilan médicamenteux ou au moment de la validation avec le pharmacien et l'interne. Il subsistait également la possibilité de questions ouvertes sur le ressenti global de l'activité. Vous avez donc sur la droite un extrait du questionnaire qui a été proposé aux préparatrices pour évaluer le niveau de difficulté qu'elles percevaient à différentes étapes de la conciliation médicamenteuse. Elles pouvaient coter ces différents points de 1 à 4, 1 étant très facile, c'est-à-dire que l'action était réalisée avec aisance, sans besoin de l'aide d'un tiers, et 4 très difficile, irréalisable sans l'aide d'un tiers. Voici les résultats que nous avons obtenus à partir de ce questionnaire. Donc déjà, la conciliation médicamenteuse d'entrée est perçue comme difficile par 5 préparatrices sur 7. Les principaux freins que nous avons identifiés sont les suivants, c'est l'utilisation des outils informatiques, notamment il s'agit d'un tableau Excel qui a été très difficile à difficile pour 4 préparatrices. La traçabilité et la valorisation de l'activité paraît également très difficile à difficile. Les critères de priorisation sont aussi des éléments difficiles, ainsi que la compréhension de la feuille d'admission, qui est autre que la feuille trajectoire, ainsi que évoquer avec les patients les effets indésirables potentiellement ressentis et sensibiliser le patient aux interactions médicamenteuses. Voici les axes d'amélioration que nous avons proposés. Alors déjà, compte tenu de l'affinité qui était un peu différente d'une personne à l'autre à la conciliation médicamenteuse, nous avons préféré désigner une préparatrice référente conciliation qui serait plus facilement sollicitée sur cette mission. Et donc, nous lui avons créé une fiche de poste spécifique qui reprend les objectifs de la conciliation médicamenteuse. Ensuite, nous allons former une autre préparatrice à la formation théorique pour éviter qu'il n'y ait qu'une personne qui soit sollicitée. Nous avons également travaillé dans le cadre du GHT à une habilitation à la conciliation médicamenteuse. Et donc, comme les étudiants internes et externes, nous ferons passer cette habilitation aux préparatrices en pharmacie. D'un point de vue plus pratique, nous avons également travaillé sur l'outil, le BMO, et également sur un thésaurus qui est spécifique aux préparatrices hospitalières pour qu'elles puissent tracer dans notre logiciel Osiris les différentes étapes qu'elles réalisaient lors de la conciliation médicamenteuse. Enfin, nous leur avons créé un petit outil qui reprend les abréviations médicales et leur signification. Les limites de cette étude sont de 4 niveaux. D'abord, l'échantillon est faible, ce qui ne permet pas de travailler sur des statistiques exploitables, loin de là. L'autre limite, c'est que nous étions juste au moment du contexte exceptionnel de la Covid, avec une diminution importante des entrées au SSR à partir de mi-mars, et le temps préparateur dédié à la conciliation a été détourné vers d'autres tâches. L'autre limite, c'est qu'il s'agit d'une étude sur un seul établissement, et donc il ne représente que lui-même. Et enfin, une diminution de l'effectif des préparateurs hospitaliers
empêche d'évaluer les axes d'amélioration que nous avons mis en place. En conclusion, cette étude nous a permis d'identifier et d'objectiver surtout les difficultés rencontrées par les préparatrices pour cette nouvelle mission qui est la conciliation médicamenteuse pour elles. Nous avons été soutenus par l'ARS dans le cadre d'un projet GHT pour développer cette mission dans l'établissement sans pouvoir y parvenir pour le moment. Aujourd'hui, le frein majeur est l'effectif qui ne permet pas le détachement, même partiel, des préparatrices sur cette activité. Nous entendons poursuivre la démarche dès que l'effectif le permettra. Voilà, donc autre présentation alors différente hein, sur un autre sujet avec l'idée de vouloir évaluer des connaissances, mais en fait évaluer des compétences. Hein, ça a plus référence à ce que on présentait tout à l'heure en début de session, c'est-à-dire la différence entre sécurité réglée et donc avoir des règles et puis la sécurité gérée, c'est-à-dire qui fait référence aux compétences hein, des professionnels. Et donc, l'idée aussi de culture de sécurité, c'est aussi évaluer ses capacités et ses articulations entre sécurité réglée et sécurité gérée. On voit hein, qu'on retrouve, c'est assez, alors qu'on était à l'échelle d'un seul établissement, on retrouve les mêmes problématiques que lorsqu'on a des études sur l'échelle de plusieurs établissements, voire même des études entre différents pays. On va retrouver des sollicitations extérieures qui font que on peut avoir des problématiques de ressources humaines. Hein, vous l'avez vu, je veux dire, autant Jean-Luc que Noémie, Delphine ou l'équipe aussi de Darnétal va évoquer cette problématique d'effectifs et puis le caractère multidimensionnel de la culture de sécurité. L'idée, hein, c'est vraiment d'aller regarder tous les points. On l'a vu, hein, une des problématiques était des problématiques techniques aussi. Donc la culture de sécurité, c'est pas seulement ce que les gens pensent et ce que les gens ressentent. C'est important hein, d'identifier cette partie, on l'a dit, immergée de l'iceberg, qui est la plus difficile à percevoir, mais toujours en la remettant dans un contexte. D'ailleurs, Noémie l'a bien précisé hein, tout à l'heure, l'importance de revenir sur le contexte, revenir avec l'établissement. Hein, ces questionnaires, ces évaluations ne sont qu'un point de départ pour une discussion, hein, pour pouvoir ensuite mettre en place des mesures. Alors, il y a eu pas mal de discussions hein, sur le chat, donc je vous inviterai peut-être à revenir sur le chat et à le relire. Il était question effectivement sur des problématiques d'effectifs, sur les résultats qui variaient. Peut-être nous revenir par oral sur les problématiques d'effectifs et de ressources, puisque c'est un point qui est commun sur les trois niveaux d'intervention qu'on a eu ce matin. Noémie, Delphine. Oui, alors c'est vrai que le sujet des effectifs, c'est un vrai sujet, alors que ce soit en établissement de santé ou en EHPAD. Après, même si c'est un vrai sujet, il faut être vigilant à ne pas prendre les résultats de cette perception de la part des professionnels comme le fait qu'on a un manque d'effectifs. Derrière le sujet effectif, c'est effectivement la question des compétences dont on dispose au niveau de l'établissement ou du fonctionnement de l'équipe pour répondre aux questions de sécurité et puis d'accompagnement ou de prise en charge. Et puis aussi une question de comment on organise et on mobilise des effectifs. Donc, on ne va pas se mentir, hein, le sujet des effectifs en EHPAD, c'est un vrai sujet et je crois qu'on n'a pas besoin de le démontrer par A plus B, de faire un projet de recherche pour le faire. Mais il s'agit plutôt, non pas il s'agit plutôt d'une question globale de la qualité du travail. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment souhaité aborder ce sujet-là, non pas seulement que sur un simple sujet des effectifs, mais sur un sujet du lien étroit entre qualité de vie au travail et qualité et sécurité des soins. Ou plutôt du lien étroit entre qualité et sécurité des soins et qualité du travail. Et derrière ça, on y met aussi des notions de travail en équipe. Quelles compétences pour quel objectif, la répartition des rôles et des tâches, comment on communique, comment on s'alerte, comment chacun on parvient au concours au même objectif.
Donc, c'est vrai qu'on est, mais tu l'as très bien dit, Xavier, on est sur des mesures de perception. Donc, il faut bien les contextualiser et ne pas les prendre comme des résultats bruts à part entière, mais les prendre comme une perception des professionnels et les mettre au regard de la réalité des établissements. Merci de cet éclairage et puis surtout de cette précision importante, hein, toujours remettre dans le contexte, ça c'est important, on ne le redit jamais assez. Quand on fait ce type d'études, il faut reprendre le contexte, reprendre l'historique et toujours repartager, hein, surtout ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit, parce que ce ne sont que des évaluations de perception, hein, tout comme effectivement la compétence. Habilité, hein, quand on décide d'habiliter des professionnels, ce n'est qu'une promesse de compétences, mais il faut encore ensuite l'évaluer sur le terrain. Hein, c'est important de toujours rediscuter, remédiatiser ces évaluations. Est-ce qu'on a peut-être encore le temps juste pour une question? Si effectivement on a une question sur le chat particulière ou par oral, on peut tenter par oral si quelqu'un veut poser une question. Non, on n'a pas de questions. On va, dans ce cas, on va clore parce qu'effectivement, on avait promis qu'on essaierait de respecter à peu près nos timings. On va donc le faire. Merci infiniment à Noémie et à Delphine. Merci d'avoir pris ce temps de venir nous expliquer ce magnifique travail. On met les liens, comme promis, hein, sur le réseau. Vous n'oubliez pas qu'on a des sessions posters, hein, qui sont en cours. Alors, avec la possibilité de voter, il y a déjà un poster qui commence à être un peu devant les autres. Donc, je vous invite à aller regarder effectivement ces posters. Clôture le 3 décembre. Par contre, nous, on a un rendez-vous demain, maintenant, même heure, 11h30, 12h30, sur plutôt la question, cette fois-ci, de la coordination et de l'organisation. Donc, un autre pilier dont, effectivement, Noémie a fait allusion tout à l'heure dans le modèle de Shurtell. On en parlera demain, ça sera le sujet du jour. On vous laisse au questionnaire de satisfaction. On a besoin de votre avis pour progresser. Et encore, merci infiniment d'avoir participé. On était plus de 100 aujourd'hui connectés en même temps, c'est-à-dire un peu plus d'ailleurs à participer puisque certains participaient à plusieurs. Donc, merci encore. Merci aussi à nos deux sponsors effectivement, qui nous accompagnent, notamment sur l'organisation de ces journées. Bonne fin de journée. Merci aussi à toute l'équipe encore de Calva parce que ils ont fait encore une fois du super boulot. Mais ils vont finir par avoir la grosse tête si je le dis tous les jours. Et non, je continuerai à le dire parce que c'est top. Merci beaucoup.